Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Maria Grazia déjà pour l'organisation et pour l'invitation. Puis merci à tous d'être présents. Donc pour me présenter très brièvement, donc je m'appelle Thibaut Pinon, je suis à l'USMB depuis octobre 2024 en tant que chaire professeur junior au labo Institut de recherche en gestion et économie, mais qu'on appelle plutôt l'IREG. Donc mes thématiques de recherche, c'est je travaille en économie expérimentale, mais j'ai aussi tout un pan de ma recherche qui s'attache à un peu améliorer les pratiques de publication et de recherche en économie en général. Et dans ce cadre-là, pendant ma thèse, j'ai eu l'opportunité donc de réaliser un registered report avec notamment une plateforme qui s'appelle Peer Community In, dont je parlerai tout à l'heure. Donc voilà, donc peut-être un peu juste pour commencer cette présentation, en fait, le fil conducteur que j'ai choisi, c'est de prendre un peu le papier. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le papier qu'on a fait, un peu la méthodologie, les résultats qu'on a eus. C'est juste un peu pour mettre un cadre. Puis ensuite, je présenterai ce qui est un peu original dans ce papier. Donc, en fait, c'est un papier que j'ai écrit donc, pendant ma thèse, qui a été publié l'année dernière en avril, et qui s'appelle Éliminer les barrières à l'alimentation végétale, informer les médecins généralistes français. Donc c'est un papier que j'ai écrit avec mon directeur de thèse qui s'appelait Romain Espinoza, et puis des collègues en médecine. Donc c'est un papier interdisciplinaire, mais qu'on a orienté plutôt économie. Donc Paco Magino et Sébastien Demange, qui sont tous les deux médecins généralistes et experts en alimentation végétale. Et on a aussi pris comme co-auteur Florimond Peureux, qui lui a créé l'Observatoire national de l'alimentation végétale, l'ONAV. Donc voilà, le papier a été publié en 2024. Il est disponible ici. Et donc, comme je vous disais, dans un premier temps, ce que je voulais faire, mais je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie. Donc, s'il y a des questions à la fin, n'hésitez pas. C'était juste un peu présenter en fait ce que c'est un papier en économie expérimentale, qu'est-ce qu'on fait exactement. Puis après, ça aura un peu de sens pour ce que je vais présenter ensuite. Donc, juste pour vous donner un petit peu de contexte, ce papier, on a décidé de l'écrire parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui montrent que l'alimentation végétale, c'est un élément clé vers un système alimentaire plus sain et durable. Donc, il y a des gains notamment pour la santé humaine, l'environnement et le bien-être animal. Mais quelque chose dont on s'est rendu compte, et on est parti de données qu'on avait déjà récoltées via un de nos co-auteurs, ben, c'est qu'en fait, les médecins français, notamment les médecins généralistes français, manquent de connaissances sur l'alimentation végétale. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était possiblement un frein à l'adoption plus générale de l'alimentation végétale dans la population. Donc, toute l'hypothèse de ce papier, c'est de dire bah, les médecins généralistes français manquent d'informations. Donc, nous, on va venir leur apporter cette information. On va essayer, via cet apport d'information, d'améliorer leurs connaissances, parce que, encore une fois, on part du postulat qu'ils manquent de connaissances. Et en améliorant leurs connaissances, on s'est dit que ça allait en fait enlever potentiellement un des freins, ça pouvait être un levier pour augmenter l'alimentation végétale dans la population. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, avec nos collègues spécialistes médecins, hein, donc Romain et moi, on est économistes, donc on n'a pas les connaissances en termes de santé. Donc, on a vraiment fait appel à ces deux experts. Donc, on a créé ce on a appelé un livret d'information qui en tout faisait 7-8 pages, donc dans lequel on présentait un peu voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des nutriments. Est-ce que quand on mange uniquement du végétal, on a des manques de nutriments? Est-ce qu'on a des points de vigilance ou pas? On a aussi parlé des populations. Est-ce qu'il y a des populations à risque? Donc, notamment, on parle peut-être potentiellement des personnes plus âgées avec l'apport de protéines, des nourrissons, puis aussi des femmes enceintes. Et puis aussi, on a fait une page, parce qu'on a jugé ça assez important, de présenter un peu les derniers travaux scientifiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que dans notamment les médecins français, je pense que c'est les médecins en général, traitent des patients la journée, mais ils n'ont pas forcément le temps de voir tout ce qui se passe en recherche. Donc voilà, on a voulu leur apporter un peu un condensé de certaines choses avec des graphiques et puis les derniers travaux qui étaient sortis. Ensuite, on a mis en place ce qu'on a appelé un protocole expérimental. Donc, on a fait une RCT, donc un essai contrôlé randomisé. Donc, on a pris un échantillon représentatif de médecins généralistes français, et voilà, qui participaient en ligne à notre expérience. Donc, on avait ce pool de médecins, donc 400 médecins, qu'on a divisé aléatoirement en deux groupes. Un groupe de contrôle avec 200 médecins, un groupe de traitement avec 200 médecins. Dans le groupe de contrôle, en fait, ils participaient à une enquête, donc je présenterai après très brièvement. Et dans le groupe de traitement, ils participaient donc à la même enquête, sauf qu'avant de répondre à l'enquête, ils avaient accès à notre brochure. Donc ils pouvaient lire, feuilleter notre brochure
pendant 10 minutes. Et, et ensuite, il répondait donc à l'enquête. Donc, dans notre enquête, on avait des mesures assez simples, hein. Donc, on avait des études de cas. Donc, on présentait dans un premier temps un patient qui venait, qui était asymptomatique et qui souhaitait devenir végétalien, donc vegan, plus aucun produit d'origine animale. Cette personne n'a pas de risque pour sa santé. Et on a créé donc ce qu'on appelait un indice de désapprobation du véganisme. Donc, on a posé des questions aux médecins qu'on a condensées donc, dans un indice de désapprobation du véganisme, un peu pour voir euh, est-ce que si ce patient venait dans leur cabinet, quelle serait la réaction des médecins par rapport au véganisme? Donc, notamment, on leur demandait sur une échelle de 0% à 100%, dans quelle mesure ils leur donneraient les conseils suivants. Donc, par exemple, je lui déconseille fortement cette alimentation. Ensuite, on avait une deuxième mesure d'intérêt qu'on a appelée l'indice de pratique médicale. Donc, on a repris l'idée de ce même patient qui revient après 4 ans de végétalisme, donc aucun produit d'origine animale. Et ce patient n'avait pas de complémentation et il voulait savoir si il fallait faire une prise de sang pour faire une recherche de carence. Donc, très important ici, le patient, on a pris un cas masculin, parce que c'est en général une population un peu moins à risque. Voilà, donc la personne déclare manger des fruits, des légumes, des légumineuses, présente aucun symptôme. Et donc, en fait, on demandait au médecin, est-ce que vous prescririez un bilan biologique? Et si oui, quel test prescririez-vous? Donc, on avait une liste avec 10 tests, notamment ici 2 tests qui sont perçus comme des bonnes pratiques, mais qui ne seront pas nécessaires. Et en fait, ici, le seul test qui était nécessaire, c'était ce dernier ici, qui est l'acide méthylmalonique urinaire, qui nous permet en fait de mesurer la B12. Donc ici, choisir tous les tests qui sont en noir, c'est un signe de mauvaise pratique, puisqu'en fait, le patient n'a pas de symptômes, donc ça ne sert à rien de prescrire ces tests. Les deux en bleu sont des tests qui sont des bonnes pratiques générales, en fait, on pourrait prescrire à la population générale. Et en fait, le test en orange est le seul test nécessaire. Donc ça, on a condensé tout ça dans un score d'indice de pratique médicale. Et ensuite, on avait une dernière mesure d'intérêt où, en fait, comme on est des économistes, on aime bien jouer avec de l'argent et faire jouer les gens avec de l'argent. Et donc, en fait, on leur a proposé à tous les médecins voilà, on avait une brochure d'information. On a cette brochure d'information qu'on a exposée ou non, selon le groupe. Et voilà, on leur proposait de donner 2 euros. Donc, nous, on leur donnait 2 euros. Médecin, on disait, vous pouvez soit garder cet argent, soit en donner une partie pour diffuser. Donc, nous, ensuite, tout l'argent qui a été reversé, a servi en fait à diffuser cette brochure d'information. Et ensuite, on leur proposait voilà, de donner un montant, le montant qu'ils souhaitaient, un palier de 20 centimes pour diffuser cette brochure. Donc, on a appelé ça l'indice de diffusion d'informations actives. Donc, encore une fois, je m'excuse, hein, je vais assez vite sur le papier parce que ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus, mais ça permet un peu de donner du contexte. Donc, dans nos résultats principaux, en fait, on a remarqué que dans notre groupe de contrôle qui n'a pas été exposé au traitement, donc à la brochure, versus notre groupe de traitement, on diminuait l'indice de désapprobation du véganisme. Donc, suite à l'exposition à la brochure, les médecins ont un avis plus positif sur le véganisme. Donc, on a eu ce qu'on appelle un succès sur la désapprobation du véganisme. Sur les pratiques médicales, donc un score plus élevé signifie que des meilleures pratiques. Et donc ici, on a un effet positif dans le groupe de traitement, donc un groupe qui a été exposé à la brochure. Donc les médecins en fait prescrivent moins de tests médicaux inutiles. En revanche, et ça, pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais selon notre arbre de décision statistique, on observe une différence qui est positive, mais qui n'est pas assez forte pour qu'on ait pu conclure à un effet positif. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un effet positif, mais non concluant sur les pratiques médicales. Et ensuite, la dernière chose qu'on a regardé, c'était un peu les donations pour la diffusion du livret. Donc ici, je vous ai mis un peu le graphique par palier, en fait, en pourcentage du montant total donné. Et en fait, le problème, c'est qu'ici, sur cette mesure, on a eu énormément de médecins qui ont donné soit 0, soit 100. Et donc ici, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence entre notre groupe de contrôle et notre groupe de traitement. Donc les médecins ne donnaient pas plus pour la diffusion de la brochure, une fois avoir été exposés à cette même brochure. Donc il n'y a pas eu d'effet sur les donations pour la diffusion du livret. Donc un peu la conclusion de notre étude, ça a été que informer les médecins généralistes, ça pouvait quand même être une solution assez efficace en termes de coûts pour favoriser la transition. Les coûts sont très faibles, hein. Nous, notre brochure d'information, on l'a développée en ligne nous-mêmes. Et voilà, c'est assez facile à diffuser par mail à des médecins, donc les coûts sont relativement faibles, mais les bénéfices peuvent être assez importants, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les médecins changent d'avis assez rapidement
ce qui souligne possiblement un effet d'information. Mais aussi, ça améliore légèrement leur pratique, alors même si notre effet est non concluant, on a quand même un effet positif. Alors le problème de notre étude, voilà, c'est que bon, les effets sur le long terme, on n'en est pas sûr, hein, parce que nous, on a vraiment testé quelque chose au jour J. Voilà. Et ensuite, ben, ce qui est assez intéressant, c'est que même si les coûts sont assez faibles, mais on pourrait un peu imaginer un espèce d'effet de contagion. Voilà, si on cible un groupe de médecins, est-ce que c'est possible qu'ils partagent ça à d'autres médecins, la brochure à d'autres médecins, qui pourrait en fait augmenter l'efficacité de ce type d'intervention. Donc voilà un peu pour ce papier, hein, nos résultats principaux. Encore une fois, je suis désolé, je suis allé assez vite sur cette partie parce que ce n'est pas le but de la présentation du jour. Tout ça juste pour conclure que c'est un papier assez classique en économie expérimentale où on vient tester sur un groupe une intervention qui va viser à changer un comportement. Donc, ce qui va nous intéresser pour ce papier, c'est qu'en fait, on l'a rédigé sous la forme de ce qu'on appelle un registered report. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un registered report? Donc, juste, c'est un format, en fait, un nouveau format de publication qui a été lancé en 2012, alors, parallèlement en neurosciences et en psychologie, dans 2 journaux académiques qui s'appellent Cortex et Perspectives on Psychological Science. Et puis aujourd'hui, on a plus de 300 journaux qui acceptent ce format de soumission. Donc, hors psychologie et neurosciences, on a vraiment dans tous les domaines plus de 300 journaux académiques. Et notamment le journal Nature, qui maintenant accepte le format depuis février 2023. Donc pour les économistes, j'ai vu qu'il y avait quelques-uns de mes collègues, c'est un problème que nous, on a en économie aujourd'hui, parce qu'on est un peu en retard par rapport à la psychologie ou à d'autres domaines. C'est que nous, on a très très peu de journaux en économie. Donc j'ai mis un lien, si jamais ça intéresse, hein, je mettrai ma présentation disponible. Aujourd'hui, nous, en économie, on a seulement 8 journaux qui acceptent ce format. Donc ce format, c'est quoi? Et il est assez unique, puisqu'en fait, il permet un processus d'évaluation en ce qu'on appelle 2 étapes ou des stages. Donc dans la première étape, dans le stage 1, les chercheurs, les groupes de recherche, en fait, écrivent une introduction, leur méthode, comment ils vont collecter leurs données, et potentiellement s'ils ont aussi des données pilotes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un stage 1. Et ensuite, ce stage 1 est envoyé pour validation par les pairs. Donc il prend un premier round de révision, il est évalué, et si les méthodologies, la collecte de données prévues ont du sens et sont acceptées par les reviewers, donc par l'évaluation par les pairs, les chercheurs obtiennent ce qu'on appelle un in-principle acceptance. Donc ce in-principle acceptance, ou l'IPA, ici c'est super important parce que ça garantit au groupe de recherche qu'avant de collecter les données, donc on ne connaît pas encore les résultats, on ne connaît pas encore les données, juste on a une idée de quelle méthodologie on va utiliser et comment on va les collecter, et bien en fait ça garantit que notre papier va être publié, peu importe les résultats. Donc une fois qu'on a obtenu ce in-principle acceptance, on fait ce qu'on appelle un stage 2. Donc on prend toutes les étapes du stage 1, on les applique, on collecte nos données, on analyse nos données selon ce qu'on avait dit dans le stage 1, puis on écrit en fait la deuxième partie du papier qui est donc le résultat et la discussion. Une fois que ça c'est fait, c'est renvoyé pour évaluation par les pairs. Donc là, la vérification, c'est principalement est-ce qu'on a bien suivi ce qu'on a fait au stage 1. Et si tout est OK, ensuite le papier est publié. Donc ça, hein, pour avoir une vue un peu plus formelle, donc on a notre stage 1 qu'on envoie, qui est évalué par les pairs. Donc le manuscrit peut bien évidemment, comme dans une soumission normale, hein, peut être rejeté, hein, si l'idée ne plaît pas. Si ça plaît, on a des reviewers qui sont invités. On peut avoir un round de révision ou alors tout simplement un rejet. Et par contre, si l'idée plaît, si les méthodologies sont OK, si tout est bien anticipé, on obtient donc cet IPA. Ensuite, les auteurs font leur étude, écrivent la deuxième partie, puis ça c'est envoyé pour un deuxième round d'évaluation, et ensuite le papier donc est accepté pour publication à la fin. Donc les registered reports, ben, c'est un processus qui comporte de nombreux avantages, et notamment en ce qui va être la réduction des pratiques de recherche douteuses. Donc c'est un format qui est très open science et qui requiert des pratiques un peu optimales en termes d'open science. Donc on va notamment chercher à réduire tout ce qui va être p-hacking, donc la manipulation et l'exploration des données à outrance, jusqu'à trouver des résultats significatifs. On va aussi éviter un phénomène qu'on appelle le harking, donc qui est en fait créer des hypothèses une fois qu'on a déjà analysé nos données, puisqu'en fait on se rend compte que nos données vont dans un autre sens, donc on abandonne les hypothèses de base et on va explorer d'autres
d'autres hypothèses. Puis aussi ce qu'on appelle des faux positifs, hein, donc des résultats qui sont significativement positifs mais qui ne devraient pas l'être. Voilà, on a aussi des corrections d'hypothèses multiples, du pouvoir statistique optimal. En fait, tout ça, c'est assuré par l'évaluation par les pairs dans ce qu'on appelle le stage, donc ce que j'ai présenté, le stage 1. Donc dans ce stage 1, si on ne respecte pas ces principes, en général, les reviewers, qui sont souvent des experts, vont demander, voilà, on veut voilà, des tests de correction d'hypothèses multiples, un pouvoir statistique optimal. Et en fait, cette évaluation par les pairs, ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet en fait de limiter l'espace d'analyse. Donc admettons qu'on ait 1 million de branches possibles pour analyser nos données, bah, les chercheurs doivent choisir en amont la branche la plus plausible. Et ça permet aussi potentiellement de corriger des erreurs en amont. Et ici, en fait, le deuxième round de révision permet une conformité de l'analyse avec ce qui était prévu en amont. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour réduire les pratiques de recherche douteuses. Le plus intéressant dans les Registered Reports, c'est que ça lutte très efficacement contre les pratiques de publication douteuses. Donc ici, une fois qu'on a reçu le In-Principle Acceptance, on est sûr et certain que le papier sera publié, peu importe le résultat. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que de une, ça réduit les travaux abandonnés. On a notamment des données qui montrent que certains chercheurs, groupes de chercheurs, abandonnent des projets parce qu'ils ont des résultats qui sont non significatifs ou ils n'ont pas d'effet, par exemple, sur une intervention. Et ça nous permet aussi d'avoir accès, via la publication de tous ces résultats nuls, à l'entièreté du spectre des résultats. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux qui montrent qu'on a des biais de publication. Donc c'est la tendance des journaux académiques à préférer les résultats positifs aux statistiquement significatifs. Et le problème, c'est que sur la distribution entière des résultats, on en vient à avoir accès juste à une extrémité de la distribution, qui est donc les résultats publiés qui sont statistiquement significatifs. Aujourd'hui, le Registered Report, c'est un peu le seul format qui permet de lutter efficacement contre le biais de publication via le In-Principle Acceptance, puisque les journaux sont obligés d'accepter un travail, non pas sur la qualité du résultat, mais plutôt sur la qualité de la méthodologie. Et donc ça change énormément de choses. Le Registered Report a quand même des débuts assez prometteurs. Donc notamment dans le domaine de la psychologie, ils ont comparé un peu les premiers travaux qui ont été publiés en Registered Report versus en format standard. Et donc en fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc ils ont pris 71 Registered Reports qui ont été publiés versus un échantillon aléatoire de 152 articles standards. Et en fait, ils ont montré que la fréquence de confirmation de l'hypothèse principale, donc ce qu'on voit en violet foncé, et en fait, elle est beaucoup plus faible dans l'échantillon de Registered Report versus l'échantillon de travaux de manière standard. Donc ça, c'est un peu un premier travail qui montre que quand on passe par le Registered Report, on a une contrainte plus forte, on limite notre espace d'analyse, donc on limite les possibilités d'explorer nos données, de manipuler nos données jusqu'à obtenir une confirmation de notre hypothèse. Donc voilà, ça c'est un résultat très important sur les Registered Reports et qui est un peu positif. Ça veut dire que ça montre que le Registered Report a l'air de quand même fonctionner dans la direction où ça veut aller. Donc voilà, ça c'était pour les Registered Reports. Donc nous, on a écrit cet article que je vous ai présenté comme un Registered Report, j'en parlerai après. Mais une deuxième chose qui est assez intéressante sur ce papier, c'est qu'on a utilisé une plateforme qui s'appelle Peer Community In, et donc PCI, et PCI-RR, donc Peer Community In Registered Reports. Donc qu'est-ce que c'est que PCI? Donc PCI, c'est un groupement, donc déjà c'est français, ça a été créé par des Français, et c'est une organisation scientifique donc qui est gérée par des scientifiques, qui est notamment soutenue par le CNRS, l'INRAE, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et aussi de nombreuses institutions. Et ce qui est super important, c'est que c'est une organisation à but non lucratif qui propose en fait de l'évaluation par les pairs, la recommandation et aussi la publication d'articles scientifiques qui sont tous en libre accès, donc pour lesquels il n'y a pas besoin de payer un accès. Et aussi, le processus de publication est entièrement gratuit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si moi, demain, j'ai un article, je peux envoyer mon article à PCI, qui va donc mettre, comme un processus standard, des évaluateurs, donc une évaluation par les pairs. Et une fois qu'on aura obtenu notre évaluation par les pairs, on peut soit publier dans le journal, donc de PCI, soit notre article peut être recommandé à des journaux académiques qui sont partenaires de PCI.
Donc ici, je m'étends pas, mais sur le site de PCI, ils ont vraiment une très très bonne vidéo explicative de comment publier et comment leur processus marche. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est qu'en fait, ils cherchent un peu à casser le système qui est tenu par les grandes organisations sur le modèle de publication, en proposant un service qui est ouvert et gratuit, donc qui est assez intéressant. Et donc PCI, donc ce groupement de chercheurs, a aussi créé ce qu'on appelle PCI, ce qu'ils ont appelé PCI Registered Report. Donc c'est une branche en fait de cette organisation qui est entièrement dédiée au Registered Report. Donc on peut soumettre un Stage 1, obtenir un in-principle acceptance, puis soumettre un Stage 2, hein, comme je vous ai présenté. Et ensuite, les Registered Reports, ils sont soit publiés dans un journal PCI, soit recommandés à des journaux académiques partenaires. Donc voilà, il y a possibilité de faire une soumission standard ou alors faire un Registered Report. Donc nous, pour notre papier, on a utilisé PCI, on a utilisé PCI Registered Report. Donc comment est-ce qu'on a fonctionné? En fait, on a d'abord vu avec tous nos co-auteurs, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu pour venir casser cette idée du système et pouvoir utiliser un peu ces ressources qui sont à notre disposition. Donc dans un premier temps, on a écrit notre Stage 1 avec notre introduction, notre méthodologie, etc. Puis on a soumis ça le 16 août 2021 à PCI. Là, on a eu ce qu'on appelle un recommender, donc qui s'appelait Zoltan Zins. Donc c'est quelqu'un qui a géré, comme dans un journal académique classique, hein, qui a géré notre soumission. Et ensuite, on a eu 3 reviewers. On a eu ensuite 2 rounds de révision, puis on a obtenu notre in-principle acceptance le 5 décembre 2021. Ensuite, le Stage 1, donc notre Stage 1 a été disponible avec tous les commentaires, etc. sur la plateforme de PCI. Et ensuite, on a donc, nous, pris notre temps pour faire notre étude, comme on l'avait annoncé dans notre Stage 1. Puis, on a resoumis notre papier le 27 août 2022, donc la version finale de notre papier. Là, on a eu 2 rounds de révision supplémentaires. Donc, en général, c'est plutôt un round de révision pour le Stage 2. Nous, on a eu 2 rounds parce qu'on a eu un petit problème statistique qui a posé pas mal de débats entre nous et les reviewers. Mais au final, on a obtenu la publication, enfin l'acceptation de notre papier le 17 novembre 2022. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Notre Stage 1, dans un premier temps, il a été publié sur le site de PCI avec le titre de notre article, notre recommender, plus les 3 reviewers. Tous les commentaires des reviewers et nos réponses sont disponibles sur le site. Puis ensuite, notre Stage 2, même chose, a été publié sur le site, juste ici, avec tous les commentaires, etc. Donc si ça vous intéresse, hein, j'ai mis les liens sur la slide juste avant, vous pourrez aller voir un peu à quoi ça ressemble. C'est assez construit, et puis c'est surtout transparent. Donc tout a été entièrement transparent. Et puis aussi, les noms des reviewers sont totalement transparents. Donc ensuite, notre papier a été accepté et a été donc publié sur le site de PCI, donc disponible pour tout le monde. Et ensuite, PCI nous a proposé 4 options. Donc ils nous ont dit, soit vous pouvez prendre votre article avec les reviewers, etc., la dernière version de votre article, et vous pouvez choisir de le publier dans un de nos journaux Peer Community. Donc ici, si on avait choisi cette option, on aurait une publication directe et sans évaluation complémentaire. Voilà, on aurait pu, PCI a des journaux, PCI Psychologie, etc. Donc on aurait pu publier directement dans un de ces journaux sans évaluation complémentaire. Ensuite, on avait une deuxième option qui était donc de publier dans ce qu'on appelle un journal PCI Friendly. Donc c'est une liste de journaux qui ont des partenariats avec PCI et qui en fait acceptent directement les papiers sans évaluation complémentaire. Donc ils font entièrement confiance à PCI et ils disent, voilà, si le papier a été fait, on a accès aux reviews, etc. Donc les éditeurs des journaux PCI Friendly ont accès à tout ce que je vous ai montré. Voilà, nous, on prend sans évaluation complémentaire. Donc notamment, nous, ça a été le cas. On a un journal qui nous a contacté, qui s'appelle Collabra Psychologie, qui nous a proposé de publier directement notre article sans évaluation complémentaire. Donc nous, comme on a orienté ce papier, on a utilisé des fonds, un budget notamment qui était dédié à l'économie, on ne pouvait pas se permettre de publier dans un journal en psychologie, hein, même si ça nous aurait intéressé. Donc on a choisi une autre option. Ensuite, il y avait une 4e option qui est en fait une liste de journaux qui s'appelle PCI Interested. Donc en fait, c'est des journaux qui ont manifesté un intérêt, qui ont dit, voilà, nous on aime beaucoup ce que PCI fait et ce que PCI RR fait. En revanche, nous, on n'accepte pas directement les papiers. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on aurait pu aller choisir dans cette liste un journal qui nous intéressait, demander à notre recommender, donc la personne qui a géré notre article,
de contacter directement ces journaux pour voir si le journal est intéressé. Et ensuite, si le journal est intéressé, selon la qualité selon comment ils jugent la qualité des reviews, ils peuvent soit accepter directement le papier comme tel qu'il est, soit alors demander une évaluation complémentaire par les pairs. Ensuite, la dernière option qui est possible aussi, c'est de prendre l'article, donc l'article qui a été soumis, dont on a eu des rapports et des recommandations, puis de le soumettre dans un journal en fait, académique qui est non affilié à PCI. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend notre article qui a été donc, évalué et on le prend pour aller le soumettre dans un journal normal. Donc là, bien évidemment, c'est une soumission classique. On a les rapports, on a les recommandations de PCI, mais en revanche, les journaux ne sont pas affiliés à PCI, ne sont pas PCI interested. Et donc ça, c'est un peu un problème, puisqu'en fait, on repart dans une évaluation du papier. Donc nous, en fait, on a choisi cette option parce que aujourd'hui, en économie, on est un peu en retard sur PCI, mais aussi sur les registered reports. On n'avait pas de journaux qui étaient directement affiliés à PCI. Donc nous, on a pris notre papier et on allait le soumettre dans des journaux en économie. Donc là, nous, on est parti sur un long périple. Je pense qu'on a dû soumettre à plus de 10 journaux différents qui nous ont tous refusé le papier. Pourquoi? Parce que le papier était trop interdisciplinaire. En économie, on est très fermé à l'économie, donc les papiers interdisciplinaires, ça a du mal à plaire. Donc on a soumis beaucoup de fois notre papier sans succès, jusqu'à qu'on trouve le Journal of Behavioral and Experimental Economics qui a décidé de prendre notre papier. Donc on a soumis notre papier le 23 juillet 2023, puis il a été accepté pour publication le 11 janvier 2024. Donc là, comme vous pouvez vous en douter, ça a été un process qui a été très très long pour ce papier, puisqu'on a décidé de sortir du cadre de PCI, et notamment on a eu 2 rounds de révision supplémentaires qui nous ont demandé énormément de temps. Ensuite, on a rendu le papier disponible en open access. Et c'est quelque chose que nous, on a jugé très important, puisqu'on soutient à fond PCI et PCI RR, donc on a jugé très important de mentionner, donc notamment dans notre lettre à l'éditeur, on a aussi fait un commentaire à tous les reviewers, mais on a aussi mis ça dans le papier final pour dire qu'en fait, on était passé par PCI. Donc, dans notre partie méthodologie, on a bien mentionné qu'on avait fait un registered report, qu'il était passé par PCI-RR, qu'il était passé par les 2 stages avec le in-principle acceptance, qui avait déjà eu des recommanders, notamment avec ici Zoltan Dins, qui était donc notre recommender. Puis on a aussi fait une footnote pour parler de PCI, avec aussi un lien direct vers notre Stage 1 et notre Stage 2 qui sont publiés dans PCI. Donc ici, juste une petite parenthèse, mais bon, moi je ne conseille pas vraiment de faire ce qu'on a fait, puisque ça a été un très très long process que nous on a été obligé de faire, puisque aujourd'hui il y a très peu de journaux en économie, comme j'ai mentionné, qui sont affiliés à PCI. Mais en revanche, ça reste une option possible, hein. Si jamais vous voulez passer par PCI, puis ensuite aller mettre le papier ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Ensuite, donc juste pour terminer ma présentation, donc, dans une optique de reproduction et réplication, on a partagé les données et les codes d'analyse. Donc on a totalement anonymisé nos données, puis on les a partagées sur GitHub. Donc voilà, j'ai mis le lien si ça vous intéresse, hein. On a fait un reproduction et un replication package où on a tous nos scripts, nos données brutes, nos données nettoyées, avec un README donc voilà, sur comment faire tourner nos données pour répliquer exactement et reproduire exactement ce qui se passe dans notre papier. Donc tout est entièrement disponible et on a mis bien évidemment le lien dans le papier. Et ensuite, donc je me suis trompé dans le titre des slides, mais c'est pas grave. Ensuite, dans l'optique de transparence, on a aussi listé les contributions selon la norme Credit, qui est donc une liste de contributions établie avec des contributions qu'on peut mettre pour chaque auteur. Donc voilà, donc à la fin de notre papier, on a toutes les participations de chaque co-auteur. Voilà, notamment, en fait, comme c'est un papier plutôt tourné économie, Romain, mon co-auteur, et moi-même, on a beaucoup plus fait dans le papier plutôt que nos collègues médecins qui, eux, ont juste participé en fait à la brochure d'évaluation. Et donc ça, on a jugé important, et eux aussi ont jugé important de bien clarifier qui avait fait quoi dans le papier. Parce que ça permet aussi, si jamais il y a un problème dans le papier, de retrouver qui a fait quoi. Voilà. Et eux ne sont pas embêtés, en plus en tant que médecins généralistes, ils ont des emplois du temps assez occupés. Donc on va essayer de ne pas les déranger avec ça.
Donc juste pour conclure un peu cette présentation, ce papier, c'est un papier assez original en économie. Au final, on a des résultats et une méthodologie qui est assez standard dans la littérature en termes d'analyse de données. Mais juste, on a utilisé une méthodologie, donc le Registered Report et PCI, que nous, on juge qui augmente la robustesse et la crédibilité des résultats. Et surtout, notre papier, c'est un des premiers papiers publiés en Registered Report en économie. Donc, il y en avait très très peu jusqu'ici. Je pense qu'on doit être peut-être le 2 ou troisième, mais je me trompe peut-être. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on est en économie le premier papier qui est passé par Peer Community In. Peer Community In, donc, comme je l'ai mentionné, c'est un groupement de scientifiques qui cherche à un peu changer, casser le système de publication. Et donc, mon retour d'expérience, et je pense que ça sera pareil pour tous mes co-auteurs, c'est que c'était hyper fluide, c'était hyper positif et c'était hyper flexible. Ce qui était génial, c'est de traiter en direct avec des scientifiques qui travaillent pour des scientifiques. Et moi, je recommande très vivement de au moins faire une fois dans sa vie, de passer via cette plateforme qui propose vraiment un service de qualité et qui est génial. Donc aujourd'hui, il existe, selon vos domaines, hein, parce que je sais qu'on est dans une présentation un peu multidisciplinaire, il existe plusieurs journaux PCI dans lesquels vous pouvez aller publier entièrement gratuitement. En revanche, il n'existe pas de PCI Economics journal à ce jour, mais je travaille actuellement avec les créateurs de PCI pour en créer un dans les années à venir. Pour conclure, en tout cas, c'est le Registered Report et PCI, c'est des initiatives que personnellement et avec mes co-auteurs, on trouve assez prometteuses et qui vont, je l'espère, permettre de profondément révolutionner un peu le système de publication actuel et nous diriger vers un système un peu plus vertueux, avec moins de manipulation de données, moins de résultats qui sont des faux positifs, mais aussi peut-être moins de fonds dédiés à la publication via des groupes privés. Donc c'est en ça que c'est assez intéressant PCI. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous ai mis sur la fin un peu des travaux sur lesquels je travaille sur les Registered Reports et sur d'autres initiatives en Open Science, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Thibaut pour cette intervention que j'ai trouvée hyper, hyper intéressante.